concernant le projet Newcastle. Est-ce la fin du projet Newcastle tel qu'on l'a connu ? Forcément. Aussi. T'as pas mal de joueurs aussi qui arrivent en fin de contrat l'année prochaine. Je pense notamment à Jacob Murphy, Dan Burn, Joe Willock. Donc t'as pas mal de joueurs quand même qui pourraient partir. Même Lewis Hall, c'est un joueur qui est convoité. Je pense qu'aujourd'hui, si t'es Manchester United ou Chelsea, t'as tout intérêt, par exemple, à te positionner sur ce type de joueur. Donc forcément, c'est assez inquiétant. Et t'as le départ de Eddie Howe. Eddie Howe, mine de rien, il était là depuis 2021, donc depuis le rachat du club par le fonds souverain saoudien. Il était arrivé un mois après. Ils étaient 19e, Newcastle. Il avait réussi à faire en sorte qu'il soit maintenu lors de la première saison. Et puis finalement, derrière, son passage reste quand même plutôt positif parce que t'arrives à qualifier 2 fois Newcastle en Ligue des Champions. T'as remporté une Carabao Cup alors qu'ils avaient plus remporté de compétition depuis 55 ans. Donc mine de rien, il repart quand même avec un bilan plutôt positif. J'avais quand même la sensation qu'il arrivait quand même en fin de cycle parce que cette année, Newcastle sont arrivés 14e. Ils n'ont pas forcément été à la hauteur des ambitions. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de Newcastle et t'en as parlé notamment sur le projet. Et quand tu vois les recrutements, avec des recrutements très très jeunes, Aladji Bamba qui a 20 ans, Bazoumana Touré qui a 20 ans, ils sont allés chercher un petit jeune là que je connaissais pas de l'Ajax Steur qui a 18 ans. C'est plus forcément le projet qu'on nous avait présenté au tout départ. On avait la sensation que Newcastle pouvait véritablement rivaliser les plus gros, peut-être aller remporter un championnat dans les années à venir. Aujourd'hui, on a quand même la sensation qu'il y a un changement de direction, un changement de cap au niveau de Newcastle. Et là, c'est vrai que quand tu regardes l'effectif à l'heure actuelle, il fait quand même un peu peur. Il y a encore des joueurs, notamment sur le plan défensif. T'as encore du Malik Thiaw, t'as encore du Sven Botman, Lewis Hall est encore là, Livramento est encore présent aussi au club côté droit. Sur le plan offensif, t'as prolongé Harvey Barnes, qui a prolongé, je crois, jusqu'en 2032. Mais sinon, quand même, sinon ça fait quand même peur, notamment au milieu de terrain. Si tu perds Bruno Guimaraes, t'auras Joe Ellington, t'as Willock, mais j'en ai parlé, il arrive en fin de contrat dans 1 an. T'as prolongé le petit Lewis Miley, mais qui a un petit peu disparu des radars depuis quelques temps. T'as acheté Jawen aussi. Ouais, ça c'est un gardien, hein. Ouais, gardien de Reims. Ouais, gardien, mais là ils vont recruter un autre gardien, Ornicek, qui était le gardien de Braga, et je pense que ce sera plutôt lui le numéro 1. Je pense que Jawen, moi je pense qu'il sera plutôt numéro 2. 28 millions d'euros pour être numéro 2. Ouais, et 30 millions Ornicek. Donc il va y avoir une petite concurrence entre les deux. Hein. Mais moi, Ornicek, je pense que ce sera le numéro 1. À voir. Hein. Okay. À voir. Et voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner sur la suite du mercato. Mais c'est sûr que par rapport à ce qu'on a vu déjà il y a 2-3 ans, avec une qualification en Ligue des Champions, etc., j'ai l'impression quand même qu'on s'éloigne de tout ça. Il y a une communication claire de la part des dirigeants. Non, maintenant, ce qui est en train de se dire, notamment dans les médias anglais, c'est qu'apparemment depuis 1 ou 2 ans, il y a une vraie volonté du PIF, donc du fonds souverain saoudien, de se concentrer davantage sur leur championnat, donc ce qui se passe en interne, donc la Saudi Pro League, avec notamment en ligne de mire la Coupe du Monde en 2034. Donc ils ont vraiment cette volonté de bien développer leur championnat. D'ailleurs, tu as des joueurs comme Somerville qui sont arrivés du côté de Al Hilal. Ça parle beaucoup aussi de Iliman Ndiaye qui pourrait également rejoindre le championnat saoudien. Et il y a un espèce de son de cloche qui dit que forcément, si tu privilégies le championnat saoudien, peut-être que ça va délaisser un petit peu Newcastle et que, comme je l'ai expliqué, alors je dis pas que Newcastle va être relégué en Championship, mais que peut-être que ça va être un club qui va plus jouer le milieu de tableau qu'essayer de jouer le top 4. Walid, comment tu vas suivre cette saison de Newcastle ? On imagine moins hypé que les années précédentes parce que c'était un projet justement qu'on a beaucoup commenté, notamment sur ce plateau, qui était plaisant à suivre. On a loué au début notamment la gestion du fonds souverain saoudien concernant ce projet de Newcastle. Est-ce que justement t'es inquiet là pour le moment pour les Magpies ? Ouais, globalement inquiet. On avait un projet financier incroyable avec un club en première ligue qui a une grosse réputation, avec un stade extraordinaire. On a pu s'en apercevoir sur les dernières années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si t'as la grande braderie avec tes meilleurs joueurs et que derrière t'as des remplaçants qui sont en développement, parce que tu prends pas Lamine Camara à Monaco. Hein. Non, tu prends Aladji Bamba qui était un remplaçant plus, on va dire, qui était capable de jouer à Monaco, mais qui était une variable d'ajustement. Moi, je suis surpris par ce recrutement parce que j'avais commenté la Youth League de Monaco il y a 2 ans. Et sur l'effectif, je t'avoue que c'était vraiment c'était pas du tout l'un de ceux qui m'avait tapé dans l'œil, tu vois. Oui. J'avais préféré. C'est un bon joueur. Hein. Ouais, j'avais préféré Boisbré, j'avais préféré Tincresse qui a signé à Le Havre là cet été. Ouais. Pape Cabral aussi, un milieu de terrain qui a eu un petit peu de temps de jeu en début de saison l'année dernière avec Monaco. Après, c'est celui qui m'avait le plus impressionné au milieu de terrain. Il a pas mal joué avec Monaco en équipe première. C'est pas celui qui m'a le plus impressionné. De là, sortir à 40 bâtons comme ça, voilà, t'es pas dans le premier choix. Monégasque, tu vas pas prendre Akliouche, tu vas pas prendre Camara, quoi. C'est ce que je vais expliquer. Donc, Aladji Bamba, il va falloir le développer. Bazoumana Touré, qui a fait des belles choses à Hoffenheim aussi, est un joueur qui doit être développé dans un nouveau championnat et qui va découvrir, entre Hoffenheim et Newcastle, entre la Bundesliga et la Première Ligue, il va falloir se mouiller la nuque.
Et puis derrière, voilà, quand tu regardes un petit peu le projet global du PIF avec le fonds saoudien, bon, aujourd'hui, il faudra regarder à la fin du mercato qui a la plus belle attaque entre Al Ahly et Newcastle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faudra peut-être se poser la question et de dire en fait quelle est la priorité. Parce qu'aujourd'hui, il te reste Voltoma 2, il te reste Barnes. Mais Voltoma 2 n'a pas été exploité Et Langa, l'année dernière. Ozula, je pense que ce sera lui qui débutera en pointe. Voilà, Ozuna, le mec qui a joué contre Liverpool, là, qui avait marqué contre Liverpool devant. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur une restructuration globale où j'ai l'impression que le robinet est fermé. Et on pensait que ça allait être une équipe qui allait s'installer dans le top 5 durablement. Et après, de toute façon, quand tu as un Edio qui part de cette manière, ça veut tout dire, en fait. C'est qu'il y a un moment... C'était la goutte de trop. Tu perds Gordon, tu perds Guimarães, tu as perdu Tonali. Puis en plus, tu perds Tonali et Guimarães, tu renforces deux équipes de première ligue, quoi. C'est-à-dire que Arsenal et Tottenham, bon, t'as compris que t'as fait Isaac l'année dernière à Liverpool. La priorité n'est pas de concurrencer, en fait, ces équipes-là. C'est de sortir des mecs à gros montant et d'essayer de végéter entre la 8 et la 12e place et faire une Everton, quoi. Et aujourd'hui, bon, il reste Yohan Wissa, mais aujourd'hui, on pensait que cette équipe-là allait dans un projet avec beaucoup d'argent se rapprocher du titre. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus proches de la 14e place que de la première, quoi. Voilà. Et puis cette année, faut pas l'oublier, mais il y a la Ligue des Champions où ils ont réussi à se frayer un chemin jusqu'en 8e de finale, à tenir le Barça un partout à l'aller. La saison est très moyenne. Mais c'est une saison en première ligue qui avait été pas au niveau escompté. Exactement. La question forcément qui se pose, c'est combien de temps restera encore le PIF, bien sûr, du côté de Newcastle, mais ça on n'a pas de réponse à vous apporter. On va revenir sur on a The Mandalorian qui depuis tout à l'heure chie sur le St James Park. Je sais pas pourquoi. Il est tout seul, etc. Il dit que. En fait, le truc c'est quoi? Le problème c'est son stade. En fait, c'est pas vraiment un problème parce que St James Park ça reste quand même un stade mythique. Mais c'est vrai qu'en fait, quand le PIF est arrivé en 2021, tu sentais qu'il y avait une vision et tu sentais qu'il y avait des promesses. Et parmi les promesses, il y avait notamment peut-être une volonté de changer de stade. Et de quitter St James Park, parce que ça reste un stade de 40 000 places à peu près, je crois, ou peut-être un petit peu plus. Et aujourd'hui, en fait, ce projet-là, on n'en entend plus parler depuis 2024. Donc ça montre quand même que cette vision-là, ces promesses-là, ils se sont un peu évaporés. Il y avait aussi un projet de modernisation du centre d'entraînement. Pareil, depuis 2024, t'entends plus trop parler de ce projet-là. Il y avait même le projet d'un projet multi-club, d'essayer d'investir dans d'autres clubs pour essayer de faire un projet un petit peu à la Bluco ou à la City Group. Il y avait notamment eu des discussions avec le club belge de Ostende en 2023. Ça n'a pas abouti et depuis, il n'y a pas eu d'autres rumeurs. Donc en fait, les promesses et la vision que Newcastle avait en 2021 quand ils ont racheté le club, t'as l'impression que depuis deux ans, tout ça s'est un petit peu évaporé et qu'il n'y a plus cette vision. Donc ça concorde avec tout ce qui est en train de se passer et notamment avec le départ de Eddie Howe. Exactement. Est-ce la fin du projet du côté Newcastle? Le départ d'Eddie Howe forcément pose question. Regardez cette déclaration. Le nouveau coach, c'est Mathias Gessler, parce que ça a été dit, c'était demandé, qui était à Al Ahly. Exactement. Et qui était, avant d'arriver à Al Ahly, à Salzbourg, et qui était un entraîneur à la mode, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'il avait été à Al Ahly pour avoir ce chemin vers Newcastle. Ouais. Exactement. On va en parler justement du successeur d'Eddie Howe, mais revenons sur les mots d'Eddie Howe justement. Eh bien, au retour de vacances, communiqué qui est tombé donc, eh bien, cette semaine, dans cette fin de semaine, c'était vendredi, après une période de réflexion personnelle, j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de quitter mon poste d'entraîneur principal de Newcastle. Après presque 5 ans à donner ma vie, mon cœur et mon âme au club avec une énergie sans relâche, je pense qu'il est dans mon intérêt, comme dans celui du club, de prendre du recul, de me ressourcer et de faire une pause. Ce qui intrigue quand même dans cette déclaration d'Eddie Howe, on va le voir d'ailleurs avec les propos d'Alan Shearer, qui l'ex-gloire bien sûr du foot anglais et notamment de Newcastle, qui justement questionne le timing. Il dit le timing du départ d'Eddie est ce qui me surprend le plus. On ne peut pas continuer à vendre ses meilleurs joueurs et espérer ensuite jouer le haut de tableau. En parlant simplement en tant que supporter, je pense que nous devons nous préparer une saison difficile et à des moments très compliqués. Ce n'est clairement pas un bon signal. Voilà ce qu'il a déclaré notamment à Reuters qui a publié dans la foulée du départ d'Eddie Howe cette dépêche. On vous pose la question à vous chez vous, le projet ambitieux du PIF à Newcastle est-il fini? La question à vous les gars en plateau justement, ça intrigue quand même ce départ d'Eddie Howe parce que vous l'avez dit, il y a eu une saison assez compliquée quand même du côté de Newcastle. Comment ça se fait que le coach part à 3 semaines de la reprise après son départ en vacances? Est-ce qu'on peut vraiment croire au fait, à la simple raison qu'il est fatigué, qu'il a besoin de se ressourcer, que ces 5 ans lui ont pris trop d'énergie? Non, mais comme l'a dit Walid, c'est la goutte de trop. En fait, il faut savoir que sur les 3 derniers étés,
Eddie Howe, à chaque fois, il a vécu des étés cauchemardesques. En 2024, Newcastle, ils étaient très surveillés par le fair play financier anglais. Et sur les dernières semaines de août, ils étaient dans l'obligation de vendre. Sinon, ils prenaient une déduction de points. Et donc, Eddie Howe l'avait lui-même déclaré dans la presse. Il avait dit que ça avait été le pire été de sa carrière d'entraîneur. Et ils avaient notamment vendu Elliot Anderson pour 40 millions à Nottingham Forest, qui est parti finalement pour le triple à Manchester City 2 ans plus tard. Et ils avaient vendu également Yankumba Minte, qui avait été prêté la saison d'avant et qui était parti ensuite pour 35 millions d'euros à Brighton. Déjà, ça avait été un été compliqué. Ensuite, en 2025, t'as tout le feuilleton autour de Alexander Isak. Partira pas. Il sèche l'entraînement. Gros bras de fer. Toi, tu veux le garder. Au final, tu cèdes. Il part pour 150 millions d'euros. Ça a laissé des traces aussi. Ça a été En toute fin de mercato aussi. Ouais, ça a été un été très compliqué également pour Newcastle avec le départ d'Alexander Isak. Et puis là, t'as encore un été qui est super compliqué avec le départ de Gordon, de Tonali et celui de Bruno Guimaraes. Donc, je pense qu'à la base, sa volonté n'était pas de partir. D'ailleurs, il y avait eu des discussions pour savoir s'il allait partir ou non, parce que sa saison, elle n'avait pas été bonne. 14e de Première Ligue, forcément, tu te poses des questions. Au final, ils l'ont conservé. Lui aussi a voulu rester. Mais au final, quand il voit la manière dont est en train de se passer le mercato, je peux comprendre qu'il veuille partir. Et donc, c'est effectivement, comme il l'a lui-même dit, un bien pour lui. Parce que je pense qu'il arrivait en fin de cycle, il devait partir et il aura pas de mal, je pense, à rebondir parce que ça reste quand même un entraîneur qui a la cote. Puis je pense que c'est aussi un bien pour Newcastle parce que ça faisait depuis 2021 qu'il était là. Je pense qu'il avait fait son temps et je pense qu'il fallait passer aussi à un entraîneur suivant. Donc c'est une bonne chose pour les deux, mais c'est vrai que le timing il intrigue un peu parce que t'es à 3 semaines du début du championnat. Ils auraient peut-être pu faire ça un peu plus tôt, mais c'est lié clairement à tous les départs en cascade qu'on a depuis le début du mercato. Et on va revenir sur le prochain sans doute. Bruno Guimaraes qui pourrait partir du côté de Arsenal. Walid, tu as commencé à en parler justement ce Mathias Jaisle. Est-ce que c'est alors déjà comment on pourrait en parler aux gens qui ne le connaîtraient pas? Quelles sont les billes dont vous disposez les gars là-dessus? Est-ce que c'est un choix rassurant? Moi, je connais pas assez. Après, encore une fois, on avait vu un peu Salzbourg dans les compétitions européennes quand ils ont joué contre des grosses équipes ou contre des équipes françaises. Moi, j'ai vu 2-3 matchs à la Lille l'année dernière, mais j'ai pas d'analyse là-dessus. Maintenant, voilà, tu vas pas récupérer non plus en fait, tu perds au change. À part si on est sur quelqu'un d'extraordinaire. Mais pour moi, Eddie Howe est un entraîneur très réputé de Première Ligue, qui a fait du très bon travail avec Bournemouth, qui a fait un excellent travail aussi avec Newcastle, qui les a ramenés, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais 2 fois en Ligue des Champions, qui a gagné contre le grand Liverpool une Carabao Cup ou une Carabao Cup. Une Carabao Cup et une équipe de Liverpool qui à ce moment-là était peut-être la meilleure équipe d'Europe. En tout cas, elle l'était 2 semaines avant de se faire éliminer contre le Paris Saint-Germain avec un jeu intense, avec un jeu qui plaisait. Moi, j'ai pas de souci, pas de souci. Je me fais pas de souci pour Eddie Howe pour la suite de sa carrière. Je pense que le premier entraîneur qui floppe là-haut dans la saison, quand il y aura de la casse, Eddie Howe reviendra très rapidement. Mais pour revenir sur Jaisle, voilà, est-ce que c'est un entraîneur vraiment fiable ou est-ce que c'est un entraîneur, je l'ai vu sur le chat, un peu LinkedIn, projet Salzbourg, et qui va se casser les dents, en Première Ligue? Moi, j'écarte rien là-dessus. On a déjà vu des projets se fracasser comme ça parce qu'il y a une redescente à tous les étages en fait, au club, dans les bureaux, sur le terrain, sur le banc, où tu te dis bon, on visait des choses extraordinaires et finalement on n'est plus la priorité des investisseurs et ça peut donner une énergie très très négative. De là à descendre en Championship, j'irai pas jusque là, mais ça peut donner une énergie négative et on va voir comment Jaisle va gérer cette transition-là. Comment ça a été accueilli justement, Najim, en Angleterre, le fait que Jaisle soit nommé, je crois, jusqu'à 2030, si je dis pas de bêtises? Ouais. 11 millions d'euros au passage oui, de transfert. De transaction. Entre le PIF et le PIF. Poche gauche, poche droite. Ça reste un entraîneur quand même qui a la cote parce que il est de l'école Red Bull, de l'école Ralf Rangnick. C'est un peu le petit frère un peu à Nagelsmann. Il fait partie de cette nouvelle école-là, des entraîneurs qui ont commencé très très jeunes et qui ont cette philosophie de jeu avec un bloc médian où tu essaies de récupérer le ballon grâce à ton pressing, grâce à ton contre-pressing et apporter beaucoup de verticalité. Donc il va un petit peu dans le sens que des idées de jeu que pouvait avoir Eddie Howe. Donc ça reste plutôt une bonne chose. Moi, je trouve que là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'à ce moment de la saison, réussir à avoir Mathias Jaisle, je trouve que ça va, tu t'en sors plutôt bien. Parce que fin juillet, début août, réussir à trouver un nouvel entraîneur, c'est pas toujours évident. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est qu'il arrive dans un contexte qui est compliqué, qui est pas le plus simple,
avec, on l'a dit, un effectif qui est amoindri, qui a perdu en qualité, avec des investisseurs, on ne sait pas véritablement dans quelle direction ils veulent aller. Lui, il arrive dans un championnat beaucoup plus compétitif que ce qu'il a connu jusqu'à présent. Alors du côté de Al Ahly, il n'a jamais remporté le championnat, mais il a remporté 2 fois la Ligue des champions asiatiques. Donc ça, c'est quand même un accomplissement à mettre en valeur. Mais ça n'a rien à voir, la Première Ligue, c'est autre chose. Là, tu vas te frotter aux meilleurs entraîneurs du monde chaque week-end, avec en plus, je le dis et je le répète, un effectif très jeune, peut-être trop jeune. Donc ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Maintenant, moi, je trouve quand même que c'est un entraîneur que j'ai envie de voir. J'ai pas forcément d'avis définitif sur lui. Je sais pas véritablement ce qu'il vaut réellement. C'est justement là qu'on va pouvoir le juger. Mais j'ai quand même assez hâte de le voir. Parce que lorsqu'il était à Salzbourg, il avait quand même une belle cote. Hein. Il les avait ramenés en 8e de finale de la Ligue des Champions, où ils avaient fait 1-1 contre le Bayern au match aller. Puis ensuite, ils s'étaient fait exploser 7-1 au match retour. Mais quand même, tu vois, les ramener en 8e de finale de la Ligue des Champions, c'était quand même une belle performance. Donc on va pouvoir juger ça cette saison avec Newcastle. Le projet ambitieux